La nuit à Ouagadougou était inhabituellement calme, trop calme. À l'intérieur du palais présidentiel, le président Ibrahim Traoré se tenait devant la haute fenêtre en verre, les bras croisés, les yeux fixés sur la ville endormie. Le vent sec charriait avec lui la poussière et une étrange incertitude. Quelque chose clochait. Depuis des semaines, des rumeurs de sabotage et de trahison résonnaient dans les couloirs de son administration. Des stratégies militaires fuitaient, les réunions confidentielles ne l'étaient plus, et d'une manière ou d'une autre, les ennemis semblaient toujours avoir une longueur d'avance. Ce n'était pas une coïncidence, c'était de la trahison. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela aide davantage de personnes à découvrir la vérité et l'inspiration derrière des leaders comme Ibrahim Traoré. Partagez ce message d'unité africaine, d'autonomie et d'espoir grandissant avec vos proches et votre communauté. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits authentiques, des moments forts et une vision d'une Afrique nouvelle portée par ses propres enfants. Ensemble, amplifions les voix qui façonnent notre avenir. Le Burkina Faso venait à peine d'entamer son audacieux chemin vers l'autosuffisance africaine. Traoré avait expulsé les troupes étrangères, récupéré les réserves d'or national, restauré la souveraineté sur des terres autrefois bradées et ravivé la voix d'un peuple longtemps réduit au silence. Il portait la vision d'une Afrique unie, affranchie de toute manipulation extérieure, une nouvelle ère animée par l'unité africaine, la nouvelle monnaie africaine, et la force d'un continent debout par lui-même. Mais tout le monde n'était pas prêt à accepter ce changement. Un soir, un message codé parvint au palais. Un jeune soldat fidèle, le capitaine Naba Zongo, avait intercepté quelque chose d'inhabituel en surveillant les fréquences radio dans le nord. Dissimulés dans un faux rapport agricole se trouvaient des cartes classées confidentielles, des noms d'agents et des informations d'état sensibles, des données auxquelles seuls les plus proches collaborateurs de Traoré avaient accès. Un traître s'était glissé à l'intérieur du cercle. Cette nuit-là, Ibrahim convoqua une réunion confidentielle à minuit. Pas de téléphone, pas d'assistant, pas de journaliste. Uniquement 6 de ses alliés les plus dignes de confiance. Zongo entra dans la pièce, le visage livide, tenant une chemise cartonnée qui tremblait légèrement entre ses mains. Lorsqu'il déposa les documents sur la table, tous les regards convergèrent vers un seul nom, le colonel Désiré Ouattara. Un ancien camarade, un frère d'armes, un homme qui, jadis, avait pris une balle pour sauver Ibrahim lors d'une tentative de coup d'État. Et maintenant, ce même homme les trahissait. Personne ne parla. L'atmosphère devint pesante. Ibrahim balaya la salle du regard, le visage impassible, comme taillé dans la pierre. « Personne ne l'arrête, dit-il calmement. Pas encore. Nous suivons la piste. Jusqu'au nid du venin. » Dans les jours qui suivirent, le palais fonctionna comme d'habitude, en apparence. Les sourires s'échangeaient. Les cérémonies se déroulaient. Mais en coulisses, une guerre silencieuse faisait rage. Ibrahim jouait son rôle à la perfection, prononçant des discours vibrants sur la fierté et le progrès africain, serrant les mains de diplomates. Pourtant, dans l'ombre, le capitaine Zongo et une petite unité d'élite suivaient chacun des mouvements du colonel Ouattara. Ce qu'ils découvrirent glaça le sang d'Ibrahim. Tard dans la nuit, Ouattara quitta le palais, vêtu en civil, et monta dans une voiture noire sans escorte. Chaque fois, il se rendait à la même résidence discrète, située près de l'ambassade de France. De l'extérieur, la maison semblait abandonnée. Mais les images filmées par la caméra de surveillance installée de l'autre côté de la rue racontaient une toute autre histoire. À plusieurs reprises, Ouattara y avait rencontré 2 hommes étrangers, l'un américain, l'autre européen, échangeant des dossiers contre des mallettes. Une nuit, le dossier contenait les plans de déplacement détaillés d'Ibrahim pour le mois à venir. Lorsqu'Ibrahim visionna les enregistrements, son cœur se serra. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une menace directe à sa vie et à l'espoir encore fragile d'un continent en plein éveil. L'homme qu'il considérait comme un frère venait de livrer son destin entre les mains d'étrangers. Mais Ibrahim ne réagit pas avec colère. Il répondit avec la précision d'un stratège. Il décrocha la ligne sécurisée et donna au capitaine Zongo un ordre composé de 2 mots. C'est l'heure. Le piège était tendu. Le lendemain matin, le colonel Ouattara fut convoqué à une réunion de haut niveau au sommet de la tour du ministère de la Défense.
Il y entra comme à son habitude, posé, souriant, confiant. Mais cette fois, la pièce était différente. 10 soldats d'élite se tenaient le long des murs, armes pointées, visages impassibles. Au centre de la pièce se trouvait Ibrahim en personne. Un instant, Yuadara esi Figia. Puis, son sourire s'effaça. « Tu étais mon frère » dit Ibrahim, sa voix résonnant contre les murs de béton. « Pourquoi » Ouattara baissa les yeux, silencieux. « Tu as vendu ce pays pourquoi » Une mallette de $. Des promesses cruises venues d'empires mourants. Ibrahim s'avança, son regard brûlant de détermination. « Tu pensais qu'ils allaient te protéger? Qu'ils construiraient ton avenir pendant qu'ils enterraient le nôtre ?» Toujours aucune réponse. Seulement la honte. Ibrahim se tourna alors vers la salle. Voilà ce que la nouvelle monnaie africaine ne doit jamais devenir, une marchandise. Notre liberté ne se loue pas. Notre unité n'est pas à vendre. Nous défendons l'autonomie africaine, pas une dépendance déguisée en diplomatie. L'arrestation fut rapide. Pas de sang, pas de tumulte. Juste la justice. La nouvelle de la trahison se répandit rapidement, mais le message aussi, l'ère de la manipulation touchait à sa fin. L'Afrique rêvée par Ibrahim Traoré, une Afrique de dignité, de souveraineté et de solidarité, n'était plus une utopie. C'était devenu une réalité, protégée par la vigilance et guidée avec détermination. Et plus encore, c'était une promesse. Jamais plus l'avenir de l'Afrique ne serait décidé derrière des portes closes, dans des ambassades étrangères. Désormais, il serait écrit par des Africains pour les Africains. Le capitaine Zongo posa la mallette noire sur la table. À l'intérieur, des liasses de billets étrangers impeccablement rangés, 2 dispositifs de traçage dissimulés et une clé USB. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. La pièce fut soudain plongée dans un lourd silence. Ibrahim Traoré fixa droit dans les yeux le colonel Ouattara, sa voix froide mais maîtrisée point. « Tu ne vas pas en prison » dit-il. « Tu vas parler. » Sous le palais, Ouattara était assis seul dans une pièce sombre, sans fenêtre. Les murs étaient nus. Il n'y avait aucune horloge, seulement le silence et une ampoule vacillante au plafond. Cela faisait 2 jours qu'il n'avait pas dormi. Du soldat sûr de lui, il ne restait rien. À sa place, un homme brisé, voûté, hanté par ses actes. Derrière une vitre sans teint, le président Traoré l'observait. Son visage demeurait impassible, mais son âme portait le poids du chagrin. Cet homme, il avait autrefois partagé ses repas avec lui, combattu à ses côtés, ri à ses blagues. Et aujourd'hui, cet homme avait trahi son peuple. Le capitaine Zongo entra à nouveau dans la pièce et posa la clé USB sur la table. « On l'a ouverte » dit Zongo. « Tous les fichiers que tu leur as remis, tous les secrets, ils sont là. » Ouattara ne leva même pas la tête. « Tu n'as pas besoin de parler » ajouta Zongo. « Mais quand ils apprendront que tu as été capturé, ils t'abandonneront. Pour eux, tu n'es déjà plus rien. Nous sommes ta seule chance. » Les heures passèrent. Puis, lentement, Ouattara commença à parler. Il leur raconta tout. La trahison avait commencé 1 an plus tôt. D'abord, les agents étrangers étaient venus avec des flatteries. Puis vinrent les promesses de l'argent, une maison luxueuse à Paris, un poste élevé à l'ONU, jusqu'à des murmures sur son avenir en tant que dirigeant du Burkina Faso, une fois Traoré écarté. Il parlait de pouvoir, d'influence, de restaurer l'ordre. Mais un ordre pour qui? Je pensais qu'ils allaient me protéger, murmura Ouattara. Mais ils m'utilisaient. Ibrahim entra enfin dans la pièce et s'assit face à celui qu'il appelait autrefois frère. Un long silence s'installa. « Tu ne m'as pas seulement trahi, » dit-il doucement. « Tu as trahi chaque mère dans chaque village, chaque enfant qui espérait un avenir meilleur. Tu as trahi les soldats qui saignent pour cette terre. Tu as vendu leur avenir. » Ouattara baissa la tête. « Je suis désolé. » « Tu répondras de ce que tu as fait, » déclara Ibrahim en se levant. « Mais d'abord, tu vas nous aider à les arrêter. » Et ainsi commença la mission. Ils allaient riposter, non pas avec des armes, mais avec de l'intelligence. Ils allaient utiliser la confiance résiduelle qu'Ouattara inspirait encore aux agents pour leur transmettre de fausses informations, les attirer dans des pièges, exposer leur réseau. Le Burkina Faso ne serait plus la proie. Il deviendrait le chasseur. Bientôt,
Un fonctionnaire d'ambassade disparut mystérieusement. Un autre fut discrètement exfiltré sous couverture diplomatique. Un troisième fut exposé dans un rapport ayant fuité. À travers la capitale, les murmures changèrent de ton. Traoré n'était pas faible. Il n'était pas seul. Il était éveillé et la nation aussi. Dans cette guerre de l'ombre, le Burkina Faso avait trouvé son lion. Dans les coulisses, le capitaine Zongo dirigeait l'équipe de contre-espionnage depuis une salle de commandement secrète. Des cartes couvraient les murs. Les radios crépitaient sans cesse. Des lumières clignotantes marquaient chaque phase de l'opération. Chaque nuit, Ibrahim s'y rendait en silence, guidant la mission avec patience et détermination. Il l'avait baptisé la réversion. Ouattara transmettait aux agents étrangers de faux plans militaires et de fausses fuites diplomatiques, des mensonges méticuleusement élaborés pour désorienter et diviser. Les agents lui faisaient confiance. Ils croyaient encore tenir les rênes. Ils ne les tenaient plus. Ce n'était pas simplement un combat pour défendre des frontières. C'était la défense d'une identité, une affirmation de l'unité africaine, une déclaration que la nouvelle monnaie africaine ne serait pas imprimée avec du sang, mais avec de l'intégrité, que l'autosuffisance africaine n'était plus un simple slogan, c'était une stratégie, un acte de leadership, une question de survie. Puis arriva le grand moment. L'un des agents étrangers de haut rang demanda une opération d'exfiltration secrète, utilisant des renseignements qu'il croyait authentiques, des itinéraires, des horaires, des lieux. Tout semblait crédible. Mais ce ne l'était pas. Chaque élément de ce plan avait été placé par Ibrahim et son équipe. L'agent marcha droit dans leur piège. Lorsqu'il fut arrêté, l'immunité diplomatique ne put le sauver. Cette fois, la vérité s'imposa avec des preuves, enregistrements, documents, vidéos prises dans la maison d'espionnage. Le monde regarda, stupéfait. Et pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso ne fut pas dépeint comme la victime d'une manipulation, mais comme l'architecte de sa propre libération. Quelques jours plus tard, le président Ibrahim Traoré se tint devant son peuple, le drapeau burkinabé flottant dans son dos. « On nous a dit que nous étions trop petits pour tenir seuls, déclara-t-il. Mais nos ancêtres ont tenu seuls, avec rien d'autre que leur courage. Aujourd'hui, nous tenons debout, ensemble. Et cela, c'est tout. » La foule éclata en acclamations. Elle n'avait plus peur. Elle avait vu le visage de l'ennemi. Et elle avait vu son leader lui faire face sans fléchir. L'Afrique était en train de changer. Et Ibrahim Traoré en était le cœur battant. Le message arriva tard dans la nuit, urgent, codé, transmis via des canaux cryptés. Un homme nommé Reed, opérant sous le titre des « experts agricoles », avait demandé une rencontre secrète avec le colonel Ouattara dans une planque située en périphérie de la capitale. En surface, cela ressemblait à une affaire professionnelle. Mais Ibrahim Traoré savait mieux que quiconque que ce n'était pas de l'agriculture, c'était le dernier coup. Il prépare quelque chose de gros, avertit le capitaine Zongo. Quelque chose de dangereux. Les yeux d'Ibrahim se plissèrent, sa mâchoire se serra point. On en finit ce soir, ordonna-t-il. Il n'y aurait ni uniforme, ni bruit. Seulement le silence et les ombres. À minuit, le colonel Ouattara pénétra dans la planque, un minuscule micro dissimulé sur lui et un traceur cousu dans sa ceinture. Ses mains tremblaient. Si cela tournait mal, ce serait la fin pour lui. Mais il le savait, il devait cela à son pays. À l'intérieur, Reed et un autre agent européen attendaient déjà. Leur visage était froid, calme, prédateur. « Tu as été bien silencieux, » dit Reed en s'adossant à sa chaise. « Le président soupçonne-t-il quelque chose ?» Ouattara força, hochement de tête assuré point. « Il me fait confiance. J'ai apporté la prochaine phase. » Il fit glisser un dossier sur la table, rempli de documents soigneusement falsifiés. Puis Reed se pencha en avant, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Tu dois être prêt. Le président doit tomber avant les élections. » À l'extérieur, Ibrahim écoutait, en temps réel. Les mots le frappèrent comme un glaçon dans la poitrine. Mais il ne broncha pas. Il donna l'ordre. En un instant, la porte vola en éclats. Les ombres se transformèrent en soldats. Les armes se levèrent. Les voix hurlèrent. Le capitaine Zongo mena l'assaut avec précision. Les mains en l'air. « Vous êtes en état d'arrestation. »
Le visage de Reed se déforma de colère. Vous n'avez aucun droit. Nous sommes des diplomates. Zongo ne s'y a pas. Pas ce soir. Ce soir, vous êtes pris. Alors que les agents étaient traînés dehors, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, sans armes, seul, inébranlable. C'était Ibrahim Traoré. Reed le fixa avec mépris. Tu crois avoir gagné? Je n'ai pas gagné, répondit Ibrahim, calme comme l'acier. C'est le Burkina Faso qui a gagné. Le monde se réveilla sous le choc de titres qui traversèrent les continents. Espions étrangers capturés dans un complot de coup d'État au Burkina Faso. Les ambassades s'agitèrent. Les gouvernements esquivèrent. Mais la vérité était là. Un plan visant à déstabiliser une nation africaine souveraine venait d'être déjoué. Non pas par un service étranger, mais par ses propres défenseurs. Et à la tête de cette opération ne se trouvait ni un général en exil, ni une marionnette soutenue par l'étranger. Il s'agissait d'un lion né sur cette terre, un soldat, un patriote, un président qui refusait de plier le genou. Le lendemain matin, le soleil se leva plus éclatant sur Ouagadougou. Il y avait une vibration dans l'air, une énergie nouvelle dans les rues. Les murmures circulaient, le président les a attrapés. Les radios du marché bourdonnaient de fierté. Les écoliers répétaient son nom. Ibrahim Traoré avait sauvé son pays. Là-haut, dans le palais de Koziam, Ibrahim se tenait seul sur le toit. Son visage était calme, mais son cœur brûlait, non pas de colère, mais de devoir. La guerre de l'ombre était loin d'être terminée. Mais le Burkina Faso venait d'inverser la tendance. Ce soir-là, il convoqua une adresse nationale. Pas de mise en scène, pas de théâtre politique. Juste un soldat en uniforme, s'avançant vers le pupitre, les yeux de la nation braqués sur lui. Ce soir, je ne vous parle pas en tant que président, commença-t-il, mais en tant que frère, en tant que fils, en tant que soldat. Sa voix était posée. Ses mots, tranchants comme des flèches. Des puissances étrangères ont tenté d'empoisonner notre nation de l'intérieur. Ils ont utilisé l'un des nôtres pour voler nos plans, nos rêves, notre avenir. Ils voulaient la peur. Ils voulaient le chaos. Il s'interrompit. Le silence à travers le pays devint électrique. Mais ils ont échoué. Dehors, des acclamations éclatèrent. Des applaudissements jaillirent des maisons, des salons de thé, des toits et des villages reculés où l'électricité manquait mais où la fierté brûlait. Je ne vendrai jamais ce pays, déclara Ibrahim. Ni pour de l'or, ni pour des accords, ni pour le pouvoir. Le Burkina Faso appartient à son peuple, et je le protégerai jusqu'à mon dernier souffle. Puis, levant la main, il prononça les mots qui allaient résonner dans toute l'Afrique. Je ne plierai jamais devant des maîtres étrangers. Plus jamais. Le message frappa comme un coup de tonnerre. Les jeunes leaders prirent note. Les activistes africains acclamèrent. Même les vieux sceptiques regardaient désormais avec un respect nouveau. Ibrahim Traoré n'était plus seulement un chef d'État. Il était devenu un symbole. Un bouclier. Une voix de la nouvelle monnaie africaine, non contrôlée par des mains étrangères, mais portée par la dignité et l'unité. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Ibrahim s'assit aux côtés du capitaine Zongo. « Tu as bien travaillé, dit-il. Zongo sourit. Je n'ai fait que suivre votre exemple, monsieur. » Ibrahim tourna le regard vers l'horizon. Ils reviendront. Peut-être avec de nouveaux visages, de nouveaux pièges. Alors on les arrêtera encore, répondit Zongo. Ibrahim acquiesça. Oui, tant que nous restons unis, jamais ils ne prendront cette terre. Et sur ces mots, le lion se reposa. Juste un instant. Car les hommes comme Ibrahim Traoré ne dorment jamais longtemps. Ils se lèvent avec le peuple. Ils combattent dans le silence. Ils bâtissent un avenir où l'Afrique ne s'agenouille devant personne. Le soleil venait à peine de se lever sur Ouagadougou lorsque le président Ibrahim Traoré poussa la porte d'un modeste café, à quelques rues du palais présidentiel. Il portait une veste marron passée et des baskets usées. Pas de cortège présidentiel, pas de garde, pas de caméra. Pour un étranger, ce n'était qu'un homme du quartier venu prendre un café. Mais alors qu'il attendait calmement dans la file, deux travailleuses humanitaires étrangères, assises près de la fenêtre, échangèrent des regards et des murmures discrets. L'une d'elles se pencha vers la caisse et souffla. « Il est trop près de la caisse. »
Quelqu'un peut lui dire de reculer? Ce n'est pas une file de charité. Le caissier, visiblement mal à l'aise, se tourna tout de même vers Ibrahim et lui demanda poliment d'attendre dehors, le temps de servir les clients payants. Ce n'était pas la première fois. Même dans son propre pays, Ibrahim rencontrait souvent ce genre de situation, une forme de discrimination masquée sous des airs de sollicitude, un ton condescendant nourri par l'idée que le vrai pouvoir doit forcément ressembler à autre chose. Ce matin-là, il recula sans un mot et observa. La situation prit un autre tournant quand l'une des travailleuses, le prenant pour un rôdeur, menaça d'appeler la sécurité. On a déjà eu des problèmes, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Des gens qui prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ibrahim ne répondit pas. Il se contenta de tourner les talons, de quitter le café et de disparaître dans une ruelle. Mais il n'était pas en colère. Il était pensif. Car en un seul discours, leurs plans et projets convaincus d'être les sauveurs, les penseurs, les bâtisseurs. Et pourtant, jamais il ne prenait le temps de demander, d'écouter, ou de comprendre que la véritable force de l'Afrique ne portait pas de costume hors de prix, ne parlait pas avec un accent d'Occident. La force de l'Afrique était humble, silencieuse, et elle s'élevait. Ce que ces travailleuses humanitaires ignoraient, c'est que l'homme qu'elles avaient humilié était l'architecte même de la plus audacieuse résistance africaine contre la manipulation étrangère depuis des décennies. Ibrahim Traoré n'était pas simplement le président du Burkina Faso. Il était le visage d'un mouvement grandissant. Un mouvement qui rejetait l'ancienne dépendance aux aides extérieures, vieille de plusieurs siècles. Un mouvement était né, un mouvement qui avait forgé un terme nouveau. La nouvelle monnaie africaine, non imprimée par des mains étrangères, mais générée à partir des ressources, des idées et des industries africaines. Ibrahim imaginait une économie enracinée dans la propriété locale, des minéraux africains raffinés dans des usines africaines, des terres africaines travaillées par des mains africaines, et des esprits africains construisant la technologie africaine. Il avait fait fermer les bases militaires étrangères, récupérer les mines d'or nationales, et bloquer les parasites financiers déguisés en partenaires de développement. Mais en faisant cela, il était devenu une menace ciblée non seulement par des gouvernements étrangers, mais aussi par leurs relais locaux. Ils ne pouvaient pas le vaincre avec des bombes ou des balles. Alors ils utilisèrent des murmures, des campagnes de dénigrement, du sabotage économique, et enfin l'espionnage. De retour au palais, Ibrahim réunit son équipe. Parmi eux se trouvait le capitaine Zongo, un officier du renseignement vif et loyal, qui avait intercepté, quelques semaines auparavant, un signal radio dissimulé dans ce qui semblait être un rapport agricole. Mais au lieu de rendement de culture, le rapport contenait des images satellites, des cartes cryptées et les noms de personnels clés de la défense. Seul l'un d'entre nous a pu envoyer ça, déclara Zongo. Et il avait raison. La trahison venait de l'intérieur. Le nom découvert fit trembler la pièce, le colonel Désiré Ouattara. Un ami, un frère, un homme qui, autrefois, avait sauvé la vie d'Ibrahim au combat. Et maintenant, ce même homme vendait des secrets à des agents étrangers. Mais Ibrahim ne donna pas l'ordre de l'arrêter. Pas encore. Il souffla plutôt un plan. Laissons le serpent ramper. On le suivra jusqu'à son nid. C'est là que l'autonomie africaine révélait son vrai visage, non pas seulement dans les négociations ou la récupération des ressources, mais dans la stratégie, la patience et l'intelligence. Pendant des décennies, on avait appris à l'Afrique à réagir, à paniquer, à quémander de l'aide. Ibrahim, lui, réécrivait le scénario. Il ne voulait pas simplement survivre au sabotage étranger, il voulait le retourner, le surpasser. Dans les jours qui suivirent, Ouattara fut placé sous surveillance. Son téléphone fut mis sur écoute. Sa voiture, suivie à la trace. Et finalement, la preuve apparut. Tard dans la nuit, il se rendit dans une planque proche de l'ambassade de France. Là, il rencontra deux agents étrangers, un Américain, un Européen. Il leur remit un dossier. Ils lui remirent une mallette. À l'intérieur, des dollars américains. Le prix de la trahison. Alors que le piège se refermait sur les agents étrangers, une dernière rencontre fut organisée. Une fausse remise de plan de sécurité nationale. Ouattara, désormais équipé d'un micro,
entra dans la planque avec des documents falsifiés. Les agents l'accueillirent sans méfiance. Il se préparait à agir, à déclencher le chaos avant les élections. Mais dehors, Ibrahim écoutait point le thé lorsque l'un des agents prononça « Il est temps d'en finir avec lui ». Ce fut le signal. Le raid fut silencieux, chirurgical, professionnel. Et quand les agents furent traînés hors de la maison, ce n'était pas une foule en colère qui les attendait. C'était leur propre échec, gravé dès le lendemain matin sur les premières pages des journaux. Complot étranger déjoué par le renseignement africain. Le monde avait sous-estimé un homme à cause de son pays, point. Ils avaient mal jugé un dirigeant à cause de son continent, point. Mais désormais, la leçon était claire. Ce n'était plus l'Afrique d'hier, point. C'était la nouvelle Afrique. Une Afrique menée par des hommes qui lisaient la terre comme un livre, qui bâtissaient leur renseignement sur la foi, et qui savaient que la victoire ne reposait pas uniquement sur la défense, mais sur la dignité. Ce jour-là, sous le vaste ciel burkinabé, Ibrahim se tint sur le toit de son palais, non pas pour regarder en bas, mais pour voir plus loin. Et il ne murmura pas au vent, mais à l'avenir. Nous sommes seuls, mais jamais effrayés. Il existe des guerres qui ne se livrent pas avec des bombes, mais avec des murmures. Des guerres où les armes sont des accords secrets, des valises pleines de billets, des documents falsifiés, des regards méprisants et des discours déguisés en aide. C'est ce genre de guerre que l'Afrique affronte depuis trop longtemps. Et pourtant, au cœur de cette guerre invisible, un homme s'est levé. Pas avec fracas, mais avec foi. Pas avec colère, mais avec clarté. Ibrahim Traoré n'est pas qu'un chef d'État, il est la preuve vivante qu'un autre futur est possible. La plus grande leçon de cette histoire ne réside pas dans l'arrestation des espions, ni même dans la mise en échec d'un complot international. Elle réside dans ce que Traoré incarne, une vision de l'Afrique construite par elle-même, pour elle-même. Une Afrique qui ne demande plus la permission d'exister. Une Afrique qui ne mendie plus des partenariats vides. Une Afrique qui refuse de se vendre, même sous les habits séduisants du développement. Le concept de nouvelle monnaie africaine n'est pas seulement économique, il est existentiel. Il signifie que la valeur de l'Afrique ne sera plus mesurée par des agences occidentales, mais par son peuple, ses idées, ses terres et son courage. C'est une rupture historique, passer de la dépendance à la souveraineté, de la survie à la stratégie, de l'humiliation à la dignité. Ibrahim Traoré a montré que l'intelligence africaine n'a pas besoin d'accent étranger pour être crédible. Qu'un président peut porter des baskets usées et faire trembler les puissances mondiales. Qu'un capitaine comme Zongo, avec des antennes fines et un cœur loyal, peut faire échouer des opérations bâties sur des millions de dollars. Car la vraie force n'est pas celle qu'on affiche, c'est celle qu'on incarne, dans le silence, dans la stratégie, dans l'amour profond de son peuple. Cette histoire nous enseigne que l'avenir de l'Afrique ne s'écrira plus dans les couloirs des ambassades. Il se construira sur les toits du palais de Kosiam, dans les marchés d'Ouagadougou, dans les écoles rurales, dans chaque regard fier d'un enfant africain. Et surtout, elle nous rappelle une vérité puissante. Nous sommes seuls, mais jamais effrayés. Car lorsque la dignité devient doctrine, la liberté n'est plus un rêve. Elle devient destin.